Aujourd'hui, nous vous présentons les retours d'expérience de différents acteurs sur le glanage. Je vais faire un rapide cadrage. Ensuite, tout de suite, on passera la parole à Adrien Goulet du GAL Burdinal Meuaigne, qui vous expliquera un peu d'où vient le glanage, pourquoi, quoi et quand est-ce qu'on fait du glanage. Ensuite, Paul-Émile De Wulf du GAL Je suis espignon.be vous expliquera comment sont nés les différents projets qui ont permis de recueillir ces expériences, qui vous seront restituées. Ensuite, Martine Lecane du GAL aussi, je suis espignon.be, vous présentera la façon d'aborder, de contacter et d'impliquer les agriculteurs, avant que Magali Leroux de la cellule Manger Demain vous présente le glanage solidaire. Ensuite, Martin Dachet du GAL Burdinal Meuaigne vous présentera les démarches vers les différents types de participants à ce glanage, avant que Mathieu Bonave du Parc naturel et du GAL Plaine de l'Escaut vous présente toute une série de points d'attention sur les questions de logistique et de sécurité. Alors, j'entends une petite voix, il y a un micro à couper. Et là, donc, nous vous passerons la parole pour une série de questions et de réponses avant d'entamer la conclusion. Petit cadrage, donc je vous l'ai dit, cette conférence est enregistrée en vue de sa rediffusion, donc vous pourrez y accéder par la suite. Ce sera disponible à travers les différents sites web des partenaires. Vous pouvez aussi dès maintenant commencer à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. C'est Fanny Dominique du Château féodal de Moix. Merci Fanny de t'occuper de la compilation de ces questions pour les transmettre au panel des intervenants en fin de séance. Et puis, si nous n'aurons pas le temps d'épuiser, de vous apporter toutes les réponses, vous aurez aussi la possibilité de contacter ultérieurement tous les présentateurs. Nous avons une guia qui reprend la liste et leur contact mail, ainsi que les sites web des différentes organisations. Vous pouvez aussi voir une vidéo sur le glanage qui est disponible sur YouTube, mais vous recevrez cette dia, en même temps que la mise à disposition de tout le PowerPoint après la présentation. Bon, je vais passer de suite la parole à Adrien qui va rentrer dans le vif du sujet. À toi, Adrien. Merci Benoît et bonjour tout le monde. Je suis Adrien Gaulet, donc chargé de mission agriculture et biodiversité pour le groupe d'action locale et le parc naturel Burdinal-Meuaigne. Alors, nous parlons de glanage, mais de quoi s'agit-il? Le glanage, simplement, c'est la récolte après l'agriculteur de ce que ce dernier aura oublié. Initialement, le glanage, c'est la récolte des épis après les moissons. C'est déjà détaillé dans la Bible. Ça n'est plus très encadré chez nous, puisque, en gros, le dernier article de loi qui cadre vraiment le glanage, c'est le Code rural de 1886 qui dit que le glanage est pratiqué par les vieillards, les infirmes, les femmes, les enfants âgés de moins de 12 ans, etc., etc. Autrement dit, le glanage, au niveau de son encadrement, est tombé en désuétude et n'est plus tout à fait à jour. Alors, il faut distinguer le glanage de la maraude. Le glanage se pratique après la récolte de l'agriculteur, la maraude se pratique avant, autrement dit, c'est du vol. Pourquoi y a-t-il des légumes oubliés sur le champ? Il y a plusieurs raisons que l'on peut regrouper comme suit. C'est par exemple des légumes qui sont oubliés sur le champ pour des raisons de calibrage, de difformité, ou alors des légumes qui ne sont plus commercialisés. Ce peut être aussi tout simplement des oublis du machinisme qui ne récolte pas forcément l'entièreté de la production. Et je vais vous montrer quelques exemples par rapport à ça. Ici, par exemple, en culture de pommes de terre, on voit tout des tas de terre derrière les participants du glanage. Ce sont en fait des pommes de terre qui ont été refusées à l'usine, par exemple pour des raisons de calibrage ou de taille.
On peut imaginer, par exemple, des pommes de terre cultivées pour des chips ou pour des frites qui nécessitent un certain calibre pour être transformées ou alors qui ne doivent pas être difformes, puisque ça devient difficile de travailler avec des pommes de terre qui ont des formes un peu bizarres au niveau du nettoyage, du pelage. Et donc là, on a une possibilité de glaner. En culture de haricots, ici, on a effectué un glanage, en fait, parce que tout simplement, la machine ne récolte pas 100% des haricots sur le champ. C'est en réalité une machine qui vient peigner les plants de haricots et qui peut laisser certains légumes, même si ça représente parfois quelques haricots par plante, ben, sur une échelle de 5, 10, 15 hectares, ça peut être important tout de même. Et même chose au niveau des carottes, on peut très bien avoir des légumes oubliés parce qu'ils sont trop enfouis dans la terre, par exemple. On peut avoir également des situations où l'on plante des légumes et puis, lors de la récolte, certaines parties de la parcelle ne vont pas être récoltées parce qu'elles sont, par exemple, trop humides. Si c'est en culture de pommes de terre, on ne les récoltera pas parce que, par exemple, il peut y avoir des infections au mildiou. Ici, le cas que je vous présente, c'est des pois mange-tout. En fait, la parcelle a été récoltée, sauf à certains endroits qui étaient plus humides. Et donc, les machines de récolte étant fort lourdes, c'est délicat de les faire venir dans cette tâche humide parce que tout simplement, la machine peut soit s'embourber, soit vraiment détruire la terre. D'autres exemples, ici, du glanage d'oignons. En fait, on a les semis d'oignons qui ont été effectués le long d'une haie et les machines de récolte, par précaution, ne vont pas récolter les 2-3 premiers mètres, ce qui permet tout de même, le long de la haie, d'avoir une bonne production d'oignons, mais qui ne sont pas récoltés pour cause de machinisme. Et donc, un glanage est possible à cet endroit-là. Dernier petit exemple, là, il s'agit d'un glanage d'épinards. La raison, elle est surtout commerciale. En fait, quand l'usine planifie ses semis de légumes, eh bien, elle a besoin d'un certain tonnage. Et si elle arrive à produire suffisamment, eh bien, elle n'a pas besoin d'effectuer une seconde coupe en culture d'épinards. Il faut savoir que c'est une plante qui repousse et donc que l'on peut récolter plusieurs fois. Eh bien, si simplement la production a été bonne lors de la première fauche, il n'est pas nécessaire de pratiquer une deuxième fauche et donc il est possible d'effectuer du glanage d'épinards à ce moment-là. Alors, que peut-on glaner? Pour le moment, j'ai beaucoup parlé de légumes. C'est vrai que dans la pratique, souvent, ce qui se glane, ce sont des pommes de terre, parfois des oignons, carottes, haricots, pois. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du glanage de fraises, et parfois même le glanage ne s'arrête pas à l'agriculture, ça peut très bien être chez des maraîchers, chez des fruticulteurs. On a par exemple la cellule Manger Demain qui a organisé un glanage de fraises, puisque la récolte par les ouvriers ne se justifiait pas vu le prix des fraises au moment donné. Et donc, ça devient économiquement trop cher de faire la dernière récolte. Et tout simplement, dans ce cadre-là, il est possible de faire du glanage. Alors, d'une manière générale, le glanage, c'est souvent entre le mois d'août et le mois d'octobre. Je veux dire, les 2 dernières semaines d'août jusqu'à mi-octobre. Ça peut fortement fluctuer en fonction des conditions climatiques. Par exemple, on a un temps trop sec, ça peut retarder les récoltes, un temps trop humide également. Donc, c'est assez variable, mais grosso modo, voilà la période de glanage. Alors, je vous parle pour le moment de ce qu'est la pratique du glanage, mais il y a lieu de parler aussi de glanage encadré, de l'encadrement, qui se justifie tout simplement parce que la pratique du glanage, comme on l'avait dans le temps, n'est plus du tout à l'heure aujourd'hui des pratiques agricoles. Toutes les pratiques ont beaucoup changé, donc il y a lieu d'être cohérent avec l'actualité agricole aujourd'hui. Je peux juste dire que, d'une manière générale, mes collègues ici vont vous parler un peu des bienfaits du glanage. Pourquoi développer un projet de glanage encadré? Pourquoi pratiquer le glanage? Et puis aussi, quand on organise le glanage, souvent, il y a une suite un peu logique qui est de dire, la parcelle est récoltée, on a le contact avec l'agriculteur, on a le contact avec le citoyen, et ensuite, on doit encadrer le glanage. On doit avoir certains paramètres pour lesquels on est OK pour faire du glanage et ensuite on peut glaner. Et donc, ce sont ces opérations-là que mes collègues ici vont vous détailler.
Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonjour à tous, merci Adrien. Moi, Paul-Émile de Wulf, chargé de mission de diversification en grande culture au groupe d'action locale Je suis Esbignon. Je vais vous parler des motivations qui nous ont poussés, nous les organisateurs de ce webinaire qui avons déjà eu quelques expériences du glanage, à organiser cela avec des agriculteurs de nos territoires respectifs. Alors, j'aborderai trois points différents. Donc, il y a le premier qui est un point de vue commun, le point général, le point de vue du citoyen et de la société et le point de vue des agriculteurs. Alors, l'idée vraiment générale de nos initiatives est de recréer du lien entre agriculteurs et consommateurs. Il faut savoir que les agriculteurs en Wallonie ne représentent même plus 1% de la population et qu'il y a un énorme fossé qui s'est creusé entre le monde rural et le monde, le citoyen en termes généraux. Et l'idée ici est vraiment de les reconnecter, de pouvoir que les agriculteurs puissent présenter leurs pratiques aux citoyens et que de belles collaborations puissent se créer, de nouveaux échanges puissent se mettre en place. Je dirais également que le glanage, contrairement à des webinaires, des conférences qui sont organisées régulièrement lorsque cela concerne le développement rural, le circuit court, la consommation de produits locaux et de saison. Généralement, lorsqu'on organise ce type d'événement, on a souvent tendance à toucher un public de convaincus, à prêcher des convaincus. Et ici, dans le cadre du glanage, on a observé qu'on arrivait à toucher un public très, très large, très diversifié. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir sensibiliser des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à toutes ces questions-là. Alors, le second point de vue est celui des citoyens. Donc, le premier intérêt du glanage, c'est qu'on offre un accès gratuit à une alimentation de saison et également locale. On évite, évidemment, ça coule de source, mais on évite le gaspillage alimentaire car le gaspillage alimentaire commence dès le champ. Ce n'est pas uniquement à diverses étapes du processus. Je dirais aussi que c'est une activité familiale très appréciée, même lorsque les températures sont très basses et que le temps n'est pas de la partie. On a beaucoup de personnes qui souhaitent participer parce que c'est une activité de plein air et la famille prend toujours un bon bol d'air. Et dernièrement, il y a l'aspect solidarité entre citoyens, mais ça, Magali Leroux de la cellule Manger Demain nous en parlera plus en détail. Et alors dernièrement, je vais vous parler du point de vue de l'agriculteur. Ça lui permet, excusez-moi s'il y aura certaines redites, parce que certains points seront également abordés par ma collègue Martine concernant les motivations pour argumenter avec un agriculteur et l'inviter à ce genre de pratique. Donc ici, on peut voir sur la photo l'agriculteur sur la gauche qui peut nous faire un petit discours vis-à-vis des citoyens concernés. Donc ça lui permet de faire une sensibilisation avec les citoyens de son territoire par rapport à ces différentes pratiques pour lesquelles les citoyens ne sont pas du tout sensibilisés, comme la pulvérisation, le temps de semis, le temps de récolte, etc. Ce petit speech que l'agriculteur propose permet aussi de sensibiliser le citoyen au prix de revient de l'agriculteur lorsqu'il vend ses marchandises dans le commerce du gros par rapport au prix que le citoyen achète lorsqu'il fait ses courses en supermarché, par exemple. Et dans le cas du circuit court, lorsque l'agriculteur a par exemple un magasin à la ferme, ça lui offre une certaine visibilité pour avoir de nouveaux clients. Au niveau de l'assainissement de la parcelle, c'est assez anecdotique parce que cela concerne essentiellement la culture de pommes de terre. En effet, ça peut être significatif lorsqu'il y a eu un glanage sur une grande surface, car la pomme de terre peut repousser l'année suivante
dans le champ de la prochaine culture est donc considéré comme une mauvaise herbe, une adventice. Et lorsqu'un glanage conséquent est effectué, ben, il y a parfois lieu de devoir moins traiter la parcelle, en tout cas pour ce qui concerne les repousses de pommes de terre. Au niveau de l'encadrement, ben, ça permet de sécuriser l'agriculteur, notamment par le fait ben, que l'organisme qui organise le glanage, ben, excusez-moi, je perds un peu le fil. L'organisme ben, permet d'encadrer le parking, d'accueillir les participants, de veiller à ce que les gens ne soient pas proches des machines dans le cas où le champ est encore récolté, de veiller à ce que des gens ne viennent pas glaner une partie du champ qui n'est pas encore récoltée par les machines, etc. Et également, on retombe dans la partie sensibilisation aux pratiques agricoles, mais ça permet aussi à l'agriculteur d'être valorisé par rapport aux citoyens de son territoire. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Martine Lecagne, chargée de mission agriculture circuit court, également au GAD Je suis Esbignon. Donc moi je vais plutôt vous parler du comment contacter les agriculteurs, comment les inviter à cette pratique. Eh bien, et on en a fait l'expérience, si on envoie un appel à participation par courrier, eh bien ça ne marchera pas. Donc, on vous conseille plutôt de proposer l'activité suite à des rencontres que vous avez eues avec les agriculteurs, des rencontres habituelles dans vos différents services. Et là, je pense que le contact direct, le petit coup de téléphone, ça marchera beaucoup mieux pour avoir des adeptes pour cette activité. Et aussi, ne pas hésiter à rappeler l'activité de glanage lors de vos activités. Et également, bien sûr, expliquer de quoi il s'agit, le déroulement proprement dit d'un glanage. Ce qui me paraît hyper important, c'est de pouvoir sensibiliser l'agriculteur aux intérêts. Il faut qu'il puisse dégager de l'intérêt à participer à cette activité et pouvoir se rendre compte, suite à des expériences, qu'il va pouvoir se réapproprier ses fonctions initiales de transformation, de distribution de sa production. Il va également pouvoir renouer la confiance entre les citoyens. Donc, il y a une confiance qui va s'installer beaucoup plus grande entre producteurs et consommateurs pour de meilleures interconnaissances sur les modes de production, sur les modes de consommation. Donc, je pense que c'est du win-win pour tous les deux. Et l'agriculteur est vraiment à ce niveau, dans cette activité, l'acteur de son territoire qui intègre du lien social et qui va se sentir pourvoyeur également local de nourriture de qualité pour tout public. Ça me paraît important également qu'il puisse s'en rendre compte. Voilà ici donc Monsieur de Wulf, Baudouin, on glanait ici des choux de Bruxelles. C'était fin novembre, je pense, et on a eu beaucoup de chance. On a eu un temps magnifique. Et là, Baudouin a accepté de venir expliquer ses pratiques aux citoyens, aux associations caritatives, puisqu'il s'agissait d'un glanage solidaire. Et il nous a plus ou moins expliqué comment planter ce légume, comment le récolter. Par exemple, nous dire que la récolte est très, très lente. Il faut savoir que la machine récolte à du 1 km/h. Mais c'est l'avantage parce que les citoyens ont pu voir la récolte, voir la machine récolter. Et l'agriculteur, lui, a pu aussi partager avec des cuisines de collectivité qui étaient sur le champ et leur expliquer que les légumes, comme le disait Adrien, qui ne sont pas calibrés,
partent dans le gaspillage alimentaire. Il y a eu, suite à cela, quelques institutions qui ont récolté pour la transformation, pour leur cuisine collective. Ce qui est important également dans l'invitation à l'agriculteur, c'est de pouvoir le rassurer, lui dire qu'il y a une organisation là derrière, qu'il y a des référents qui vont prendre en charge l'organisation et toutes les responsabilités et qui puissent savoir que l'activité va se faire en respect de ces activités agricoles. Il pourra avoir comme interlocuteur un ou plusieurs référents et voilà, l'organisation, ce n'est pas lui qui devra la prendre en charge et les responsabilités non plus. Ça me paraît hyper important quand on sait que l'agriculteur a peut-être récolté toute la nuit sa récolte, qu'il a une activité peut-être en circuit court qui doit être au four et au moulin, il ne va pas avoir le temps de pouvoir se lancer dans de l'organisation ou des responsabilités. On est bien là pour le rassurer. Comment les impliquer? Les impliquer, bien, nous allons, nous, organisateurs, réaliser des fichiers d'agriculteurs motivés au glanage avec leurs coordonnées, le type de cultivateur, le type de produit, les moments de récolte, les consignes qu'ils nous ont données et également des dates de contact. On va se fixer des rendez-vous pour se contacter jusqu'à la dernière limite, juste avant la récolte. On ne va pas oublier également de recontacter par un petit coup de fil les intéressés pour pouvoir organiser l'activité et en phase avec leur disponibilité, les moments de récolte, les situations de parcelles et pour avoir le temps de bien localiser l'activité aux citoyens et aux associations. Alors, comment pourrait-on les fidéliser à l'activité? Bien, en tout cas, veiller en tant que référent à maintenir une relation de confiance entre les producteurs et les glaneurs. Ça nous paraît hyper important. On l'a dit tout à l'heure, reconnecter les producteurs avec les consommateurs, que l'agriculteur se sente reconnu dans son métier également. Et pourquoi pas inviter les producteurs à partager leur expérience dans la création d'un groupe de travail pour pouvoir en inspirer d'autres. On l'espère en tout cas. Voilà ici Monsieur De Wulf qui regarde si tout se passe bien au niveau de la récolte et en tant que citoyen, nous avions l'occasion de pouvoir vraiment voir comment se récoltent les petits choux de Bruxelles. Je passe la parole maintenant à Magali Leroux qui va vous en dire plus au niveau du glanage solidaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Magali Leroux, chargée de projet perte alimentaire chez Manger Demain. Donc, la cellule Manger Demain dépend de la Socopro, qui est le collège des producteurs aussi. Et c'est donc dans la cellule Manger Demain, donc, outre son rôle de mise en place de la stratégie Manger Demain avec les acteurs de l'alimentation durable, a aussi un rôle d'inclusion des producteurs dans l'alimentation durable via la réduction des pertes alimentaires. Et c'est donc à ce titre que Manger Demain est intervenu avec le soutien de la Wallonie pour mettre en place des glanages solidaires en 2021 et susciter l'intérêt parmi les différents acteurs. Donc, je vais vous présenter les points de ma présentation qui sont les suivants. D'abord, qu'est-ce que le glanage solidaire? Je vais vous donner quelques chiffres clés qui vous montrent l'importance du glanage solidaire. Vous définir qui sont les acteurs de l'aide sociale et alimentaire et quels sont les débouchés du glanage solidaire et les freins et les leviers qui peuvent se poser pour les organismes d'aide sociale et d'aide alimentaire. Et je terminerai par la présentation de quelques glanages réalisés par Manger Demain depuis juin 2021.
Donc, le glanage solidaire, c'est un glanage qui permet de faire jouer la solidarité entre les personnes et de recréer du lien avec les producteurs. Il a de multiples avantages car il va favoriser la disponibilité et l'accès à une alimentation locale et de saison pour tous, donc pour tout type de personnes. Il va aussi conscientiser la société à la problématique des pertes alimentaires et aussi les réduire. Ce n'est pas dans le slide, mais c'est vraiment important. Et favoriser l'inclusion sociale en faisant participer aussi tout type de public à ces glanages solidaires. Alors, pour illustrer mon propos, je vous donne quelques chiffres clés qui montrent l'intérêt du glanage solidaire. D'abord, au niveau des pertes alimentaires en Wallonie, l'Institut de conseil et d'études en développement durable, l'ICED, estimait qu'en 2017, il y avait 487 000 tonnes de pertes alimentaires, donc de produits agricoles perdus, ce qui est assez important, avec des secteurs plus concernés que d'autres, à savoir la pomme de terre pour 34%, les grandes cultures pour 29% et l'horticulture comestible maraîchage 16%. Et j'ai mis en vert la pomme de terre et l'horticulture comestible maraîchage car ce sont les filières qui se prêtent au glanage. Il y a un autre chiffre qui est frappant, c'est le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire en Belgique. Il était de 450 000 avant la Covid-19 selon la Fédération des services sociaux. Et après la Covid 2019, maintenant, en fait, le chiffre serait passé à plus de 600 000. Donc, cela montre l'importance des glanages solidaires. C'est un véritable outil pour diminuer les pertes et donner un accès à des produits frais à certains publics qui n'en bénéficient pas actuellement. Donc, qui sont les acteurs du secteur de l'aide sociale et alimentaire? On trouve d'abord les organismes d'aide sociale ou alimentaire qui peuvent être des CPAS, des Restos du Cœur, la Croix-Rouge, des centres d'accueil de migrants, des maisons d'enfants, avec aussi les bénéficiaires qui sont des acteurs majeurs dans les glanages qui ont été organisés par Manger Demain. On les a toujours fait venir sur place. Et une structure organisatrice qui va encadrer le glanage solidaire. Et ça peut être un groupe d'action locale. Et tous les GAL qui sont présents autour de la table sont déjà très actifs dans les glanages solidaires. Des groupes de citoyens, une commune ou la cellule Manger Demain qui a essayé de susciter des vocations depuis 2021 pour que les acteurs s'emparent de la pratique et le pratiquent régulièrement. Donc, pour ce faire, Manger Demain a développé une charte de glanage encadré et des fiches pratiques de manière à rassurer les parties prenantes et, comme le disait Martine, donner la confiance aussi bien chez les producteurs que chez les organismes d'aide sociale et d'aide alimentaire avec un certain cadrage. Alors, quels sont les débouchés? Une fois que le glanage a été effectué, qu'est-ce qu'on fait de ces produits glanés? Ces produits glanés peuvent partir dans des paniers pour les bénéficiaires qui ont participé au glanage, mais ils peuvent être aussi distribués en colis alimentaires, et ça, c'est vraiment aussi un intérêt majeur parce que la plupart des colis alimentaires sont constitués de produits très manufacturés. Et là, c'est la possibilité pour les bénéficiaires d'avoir des produits frais, locaux et de saison. Les produits sont aussi vendus en épicerie sociale au sein de la structure ou cuisinés dans les cuisines de la structure. Et il y a aussi possibilité d'organiser des ateliers cuisine au sein de la structure. Donc, tous ces débouchés varient selon la configuration de la structure, si la structure est importante ou pas, bénéficie de cuisine, ou de possibilités de distribuer en colis alimentaires. Slide suivante. Alors, il peut y avoir des freins au glanage solidaire. C'est un problème d'abord de logistique et de temps imparti parce qu'il faut savoir que entre la date du glanage et l'organisation du glanage, il y a souvent peu de temps parce que on connaît la date du glanage quand les récoltes ont été planifiées ou qu'elles sont en cours. Donc, ce qui veut dire que l'organisme d'aide sociale ou d'aide alimentaire va devoir mobiliser une logistique
rapidement pour pouvoir acheminer les bénéficiaires de l'aide alimentaire, avoir de quoi repartir en termes de place pour prendre les produits glanés, savoir comment les distribuer. Mais de par l'expérience que j'ai trouvé que ces freins étaient très vite levés à partir du moment où il y avait une réelle motivation du côté de l'organisme d'aide sociale ou d'aide alimentaire. Certains organismes vont vous dire aussi que le glanage manque d'intérêt pour eux, alors que ce glanage va pouvoir leur permettre d'être une source d'approvisionnement très appréciable en légumes et fruits locaux et de saison. Et par-delà cet aspect alimentaire, il y a aussi l'aspect récréatif, l'aspect opportunité de donner aux bénéficiaires l'occasion de participer à une activité pleine de sens, de les reconnecter à la nature et de recréer du lien entre les personnes. La suivante, donc voici les glanages qui ont été organisés par Manger Demain en 2021 avec le CPAS de Charleroi à la ferme du Godacio sur les fraises dont parlait Adrien, à la ferme de la Sève avec le CPS des Bonvillers sur des courges et des topinambours et des salades, à la coopérative STG avec le CPS de Gers sur les pommes de terre et les carottes, et à la coopérative STG pour les choux de Bruxelles avec la maison d'enfants Claire Matin et la Croix-Rouge de Hanu. Ce que je voulais préciser ici, c'est que quand on glane des centaines de kilos. Donc, c'est vraiment très appréciable pour les organismes d'aide sociale et d'aide alimentaire ainsi que leurs bénéficiaires. Et c'est pour ça que le glanage solidaire est un outil important pour réduire les pertes alimentaires et donner un meilleur accès à des produits agricoles. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Martin Dachet et je suis chargé de mission pour le projet Hub Citoyen mis en œuvre par le groupe d'action locale Burdin-Almehaigne et porté par la SBL, les Amis du Château féodal de Mohat. Voilà, je vais vous parler du contact avec les citoyens et les associations. Donc, pour toucher les gens de manière générale, la première chose à faire est l'activation du réseau qui gravite autour de chaque institution et les solliciter pour faire diffuser l'information au grand public afin que les citoyens puissent prendre connaissance de cette action et contacter l'organisateur pour s'y inscrire et y participer. Le réseau à activer est divers, administration communale, commissions diverses, parcs naturels, partenaires locaux type ASBL, initiatives citoyennes, comités de quartier, etc., etc. Les modes de communication peuvent être également un article dans la presse locale, un article dans les bulletins communaux du territoire concerné, une publication sur une page Facebook, etc. Concernant la mise en œuvre des inscriptions et des informations au public, au GAL Burdin-Almehaigne, nous avons créé une mailing list et nous fonctionnons de la manière suivante. Donc, quelques jours avant le glanage, les inscrits reçoivent une alerte glanage par mail indiquant ce que nous allons glaner, pommes de terre, haricots, oignons, le jour et la tranche horaire. Le lieu n'est quant à lui pas encore indiqué. Et le matin même du glanage, ils reçoivent à nouveau une alerte avec le lieu exact, adresse et localité, plus un plan pour situer où se trouve le champ à glaner et des infos sur l'organisation pratique. Voici un exemple de mail envoyé et quelques points importants à mettre en évidence dans la rédaction de celui-ci. Donc, préciser tout d'abord si les légumes à glaner proviennent de l'agriculture conventionnelle ou biologique. Ça, c'est optionnel, mais vous pouvez toujours le mettre, le nom de l'agriculteur chez qui on va glaner. Ensuite, la date et l'heure du glanage. Donc, généralement, en semaine, nous prévoyons une plage horaire de 17h à 19h pour que les citoyens puissent avoir le temps de terminer leur journée de travail et se rendre sur le champ. S'il s'agit d'un glanage avec des partenaires sociaux, il est plus intéressant d'organiser le glanage en journée. Alors, dans le mail, on précisera aussi s'il y a une zone de parking près de la parcelle à glaner. Donc ça, il y a une possibilité de l'indiquer sur un plan dans le mail. Préciser également s'il y a un point d'accueil à indiquer sur le plan, toujours.
L'équipement nécessaire des glaneurs, donc s'ils doivent se munir de gants, de contenants pour la récolte, de chaussures adaptées, etc. Si oui ou non il y a la présence de la balance solidaire pour le don, et préciser si le glanage est encadré par des personnes présentes sur le champ ou en libre accès. Il faut savoir que si c'est en libre accès, il faut rappeler quelques consignes d'usage pour le respect du travail de l'agriculteur. Donc, par exemple, merci de laisser le champ propre après votre passage, veuillez ramasser vos mégots, mouchoirs ou tout autre déchet qui peuvent s'y retrouver. Une info en plus à ajouter dans le mail si nécessaire. En fonction de la taille de la parcelle et de ce qu'il y a à glaner, on peut limiter le nombre de participants à X personnes. Ça, il est important de le préciser. Voilà un petit peu toutes les informations sur le volet communication. Donc, en résumé, concernant les inscriptions des participants, vous pouvez utiliser un formulaire d'inscription type Google Forms ou créer une mailing list avec la plateforme en ligne Mailchimp qui donne cet aperçu de mail, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Ou encore un listing plus classique créé sur un tableur Excel et que vous utilisez pour envoyer des mails de manière plus classique. Une étape en plus, dans le cadre de notre projet de glanage au groupe d'action locale Burdine-Almeing, nous avons mis en place un groupe de citoyens bénévoles appelé les glaneurs encadrants, qui ont envie de s'impliquer un peu plus dans l'action et qui nous aident à encadrer le glanage. Et nous essayons de fédérer le groupe en leur proposant des rencontres avec les agriculteurs, en programmant des réunions de préparation de saison de glanage, et prendre en compte leurs remarques, leurs réflexions quant à l'organisation de l'activité. Pour en revenir à notre organisation, il est donc important de les contacter à l'avance pour voir qui peut être présent le jour du glanage. Et cette info, elle est envoyée par SMS et SMS dans lequel nous remettons les infos précitées, ce que nous allons glaner, où et quand. Une fois toutes les réponses de participation reçues, nous répartissons les rôles des différents glaneurs encadrants. Alors, leurs rôles sur les champs sont variés. Je ne vais pas les expliciter en détail car mon collègue Mathieu Bonave du Parc naturel des Plaines de l'Escaut vous en parlera. Mais voilà, donc les rôles des glaneurs encadrants sont variés. Il y a la gestion du parking, l'accueil des glaneurs devant la parcelle, et être présent pour voir si tout se passe bien dans le champ et si les personnes ne vont pas dans des coins dangereux ou interdits. Et enfin, les glaneurs encadrants sont présents également pour peser le don solidaire et l'amener à l'association bénéficiaire si cette dernière n'est pas disponible pour venir sur le champ. Il faut savoir que tous citoyens participant au glanage peuvent s'engager en tant que glaneurs encadrants. Les informations sont données au point d'accueil du champ et de la communication est faite sur les réseaux sociaux. Ça, il me semblait intéressant de le mettre en avant, mais grâce au glanage et au contact avec les citoyens sur le champ, nous avons pu identifier aussi un public qui est dans le besoin. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ne bénéficient pas de revenus de remplacement, qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en fin de mois. Et donc, un frein que nous avons pu lever grâce à ces actions de glanage, c'est de pouvoir garantir l'anonymat de ces personnes et leur permettre de subvenir à un besoin de première nécessité, se nourrir. Et enfin, je terminerai par le contact avec les associations. Donc, il est intéressant de réaliser un cadastre des associations présentes sur votre territoire et de les lister avec une personne de contact à joindre pour le don solidaire. Et j'attire votre attention sur le fait de contacter suffisamment toutes les associations pour pouvoir organiser le transport du don solidaire et voir s'ils ont les infrastructures nécessaires que pour conserver les aliments, ce qui est généralement le cas. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole à Mathieu Bonave du Parc naturel des Plaines de l'Escaut qui va vous présenter les aspects logistiques et sécuritaires sur place. Alors bonjour à tous, j'ai déjà été présenté donc c'est parfait. Donc je travaille comme chargé de projet Génération Terre dans la mission agriculture durable et circuits courts du Parc naturel des Plaines de l'Escaut. Donc voilà, tu peux passer. Donc ici je vais vous présenter la logistique et la sécurité
dans l'organisation d'un glanage, mais plutôt vraiment le déroulement du glanage sur la parcelle. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à la reconnaissance et à la préparation de l'activité. Donc ça peut se faire en général une bonne heure avant la parcelle, avant le début du glanage. Maintenant, ça dépend si vous connaissez bien la localisation ou non de la parcelle. Donc voilà, il faut aller repérer la parcelle, prévoir le parking comme ça a été déjà prévu via l'invitation en mailing list par MailChimp ou autre. Et pour faciliter la localisation par les glaneurs, mettre des oriflammes ou des drapeaux à l'entrée du champ ou si on est le long d'une nationale et avec un chemin de remembrement, ça peut être opportun de mettre un oriflamme à ce niveau-là, à l'entrée du chemin de remembrement. Ça facilite grandement la localisation par les glaneurs. Alors, ensuite, il faut faire le tour de la parcelle pour repérer justement les endroits favorables au glanage ou encore à éviter. Donc, comme on peut le voir sur la photo de gauche ici en dessous, il y avait un endroit, une butte de terre, et le long de cette butte, une machine n'avait pas pu passer. Et donc, il restait beaucoup de petits pois à glaner, alors que sur la majorité de la parcelle, il ne restait quasiment rien. Donc, si on ne dirige pas un petit peu les glaneurs vers certaines zones, il pourrait y avoir de la frustration, alors qu'il y a généralement plus que suffisamment de légumes à glaner. Voilà. À éviter, mais voilà, est-ce que je dois reprendre un petit peu ce que Adrien avait dit avant, mais on verra sur des photos par la suite. Et alors, une troisième étape, c'est installer une table à l'entrée de la parcelle pour justement avoir un endroit d'accueil pour les glaneurs. Vous pouvez mettre votre documentation, la balance solidaire, éventuellement des légumes pour l'exemple lors de l'étape suivante qui consiste à présenter le glanage. Alors, avant de parler de cette présentation, il y a différents rôles pour les encadrants du glanage. Donc, idéalement, il faut être 2 ou 3. Tout d'abord, pour la première personne, ça consiste à accueillir les personnes au niveau du parking. Autrement, ça peut vite être très compliqué avec les gens qui veulent être le plus proche possible, mais qui bloquent la circulation. Donc voilà, avec les oriflammes et la personne, ça permet un petit peu de cadrer tout ça. Une deuxième personne fait vraiment l'accueil dans la parcelle avant que le glanage commence en lui-même, et il peut introduire l'activité et enfin gérer la balance solidaire, comme cela a été expliqué auparavant. Et enfin, une troisième personne, ou alors la première qui aurait fini l'accueil du parking, peut circuler dans la parcelle justement pour répondre aux questions des glaneurs, donner des conseils par rapport à justement envoyer dans des zones où il y a plus de légumes à glaner. Mais ça peut arriver aussi, effectuer des petits rappels à l'ordre si les glaneurs vont un peu dans des zones interdites ou interdites, non conseillées. Donc comme on peut le voir ici sur la photo de gauche, des haricots n'ont pas été récoltés encore par l'agriculteur, et donc les gens, c'est plus facile d'aller chercher des haricots dans cette zone-là, à la périphérie de la ligne non récoltée. Donc voilà, en général ça se passe bien, mais il y a toujours quelqu'un qui veut bien prendre quelques haricots un peu plus rapidement. Et sur la photo de droite, on voit aussi qu'il faut faire attention au passage de machines. Donc voilà, on peut dire aussi délimiter une zone de sécurité pour éviter d'avoir un quelconque danger par rapport aux machines agricoles qui seraient potentiellement en activité. Et alors, un peu tout le monde, j'ai mis dans le troisième rôle, mais on peut aussi prendre des photos, mais attention au droit à l'image des participants. Donc soit ça, vous pouvez avoir un listing à signer en début d'activité, ou alors demander directement. En général, on a une réponse assez claire rapidement. Enfin,
la présentation d'introduction qui dure au maximum 15 minutes en début de glanage, qui nous paraît à nous vraiment très très importante. Donc on commence par introduire l'agriculteur, on présente la ferme, ses pratiques agricoles, mais comme Paul-Émile et Adrien l'ont dit, c'est assez important pour justement valoriser son travail, sensibiliser aux pratiques agricoles, la pulvérisation, le circuit court, etc. Alors ça peut être fait soit par l'agriculteur lui-même, c'est quand même l'idéal, c'est son métier, c'est lui qui est plus au fait de ce qu'il fait, ou alors par l'encadrant si l'agriculteur n'est pas présent ou s'il ne désire pas trop intervenir. Voilà. Un deuxième point, c'est de présenter l'association caritative s'il s'agit d'un glanage solidaire, du concept de la balance solidaire, voilà, que les gens peuvent redonner une partie de leur récolte avant de repartir, ou voilà, ça c'est expliqué en fonction de la modalité prédéfinie avec l'association caritative. Ensuite, on peut sensibiliser à pas mal de points comme le circuit court, comme on vous a dit, avec les différents prix de revient pour l'agriculteur par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface. Donc voilà, ça permet aussi de conscientiser les glaneurs par rapport à ça, au gaspillage alimentaire et aux pratiques agricoles, pour donner des exemples, mais ça peut être vraiment pour beaucoup de choses en lien avec l'agriculture et votre organisme. Ensuite, c'est donner un petit peu les directives pour bien glaner et rappeler les aspects sécuritaires. Donc, comme on disait, éviter certaines zones, glaner aussi, ça se fait en accord avec l'agriculteur, autrement c'est du maraudage. Donc voilà, après, ça reste en général assez simple à mettre en place. Mais voilà, il y a toujours des petites questions aussi de la part des glaneurs. Et enfin, nous, on trouve ça important aussi au Parc naturel des Plaines de l'Escaut, c'est d'encourager le glanage classique une fois que les glaneurs ont été sensibilisés à comment bien glaner et à aller glaner chez leurs voisins agriculteurs suite à une rencontre au préalable pour justement avoir renoué le contact et voir si tout est OK pour faire le glanage. Voilà. Après, il reste seulement à lancer le glanage pour les glaneurs. Alors, pour finir, divers points d'attention lors du glanage. Donc, après le glanage, on a la possibilité de repartager la localisation via les réseaux sociaux ou par mailing de la parcelle, si elle est encore disponible avec l'accord de l'agriculteur. Donc si on se rend compte sur une parcelle, admettons, de 10 hectares de pommes de terre et qu'on a eu 50-80 personnes qui ont été présentes lors de l'activité de glanage, il peut encore y avoir énormément de pommes de terre sur le champ. Donc si l'agriculteur ne doit pas retravailler la terre tout de suite, il pourrait accepter, enfin, en général, ils acceptent à ce qu'on repartage la localisation pendant quelques jours. Il faut donner une date limite parce que autrement, ça peut poser problème. Est-ce que tu peux retourner en arrière, Martin ? Alors, prévenir la commune est quand même recommandé, surtout si la localisation de la parcelle est un petit peu plus compliquée. Si on est en bord de national, voilà, avec la police, ça peut permettre de mettre, par exemple, des barrières. Attention, festivités locales. On peut dire que c'est une petite activité festive, récréative. Donc voilà, c'est toujours mieux. Et puis eux, ils peuvent également activer leur réseau pour toucher un maximum de monde. Bon, un petit point pratico-pratique, c'est attention qu'à partir d'octobre, il fait noir assez rapidement. Donc si on fait un glanage à 17h, à 17h30, 18h, ça devient après plus compliqué de voir quelque chose pour glaner. Voilà, on l'a dit déjà, mais il est important de faire glaner des légumes à destination de l'alimentation humaine, des légumes de consommation, et pas, par exemple, des pommes de terre qui sont prévues pour faire de la fécule de pommes de terre. Tout n'est pas adapté à la cuisson, à la consommation directe, ou alors pour le bétail, ou alors il faut vraiment préciser, par exemple, pour des carottes de maïs, que c'est à destination du bétail.
On le rappelle, mais bon, c'est quand même important. Si jamais il pouvait y avoir un éventuel accident, bah, c'est la responsabilité et l'assurance familiale qui prévaut. Donc voilà. Ensuite, si jamais il pouvait y avoir des maisons en bord de champ, c'est mieux d'éviter les premières lignes en périphérie. Si jamais il y aurait des écoulements naturels de fosses septiques, c'est très rare, mais on tenait à le souligner. Ben voilà, on peut prévoir aussi des gants, dire aux glaneurs de prévoir des gants. S'il y a un glanage solidaire, c'est intéressant vraiment de prévoir une balance de type 10 nanomètres. C'est plus simple, c'est très visuel et prévoir également des sacs ou des contenants pour repartir parce qu'on a vite beaucoup de kilos comme on peut le voir sur la photo ici, ci-dessous à droite. Et enfin, ben, on peut offrir pour conclure l'activité un verre de l'amitié avec pourquoi pas une boisson locale, un jus ou une autre production de la ferme ou de la localité. Voilà, mais j'en ai terminé. Donc, je repasse la parole à Benoît pour la suite. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, effectivement, nous arrivons au bout de ces exposés, à peu près dans les temps qui étaient impartis. Et donc, nous allons passer à cette phase de questions-réponses. Je vais m'adresser à Fanny qui a enregistré toutes les questions qui ont été posées sur le chat et on verra qui pourra y répondre le mieux. Certaines ont déjà reçu des réponses. Mais Fanny, peux-tu partager des questions que tu as réunies? Oui, tout à fait. Donc, il y a d'abord plusieurs questions sur la manière dont on organise les glanages. Il y avait une question pour savoir dans nos réseaux de glanage, plus ou moins combien d'agriculteurs on touche dans nos bases de données d'agriculteurs. Alors, qui veut répondre à cette question? C'est très variable, hein, on a donné des exemples. Je vois qu'Adrien lève la main, donc vas-y Adrien. Juste pour répondre, ben, nous, sur les 4 communes de Brève, Burdine, Héron et Vence, ce sont des communes assez rurales et nous faisons du glanage a priori avec 10 ou 12 agriculteurs. Ça représente peut-être un dixième ou un peu moins des agriculteurs présents sur le territoire. Mais attention, comme je l'ai dit en première présentation, le glanage n'est pas que pour l'agriculture, ça peut très bien être aussi des maraîchers, des fruticulteurs. Et puis, je dirais que ça dépend de la structure. Nous, on est sur 4 communes. Je vais peut-être répondre un peu pour les autres, mais je pense que pour le parc naturel des Plaines de l'Escaut, le nombre d'agriculteurs est beaucoup plus élevé, et pour le collège des producteurs également. Donc, chaque territoire a son nombre d'agriculteurs, mais voilà, nous, sur nos 4 communes, on a une dizaine d'agriculteurs participants. Voilà, merci beaucoup Adrien. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite parler. Je vois une main levée, mais... Mathieu. Ouais, donc oui, comme le disait Adrien, ça dépend vraiment du territoire sur lequel on travaille. Nous, au Parc naturel des Plaines de l'Escaut, on a plus ou moins 500-550 agriculteurs en activité. Donc voilà, on ne saurait certainement pas faire des glanages chez tout le monde. Tout le monde n'a pas les cultures pour glaner. Mais donc on travaille surtout avec un réseau d'agriculteurs un peu plus engagés dans nos projets ou avec qui on a des contacts. Maintenant, ça peut être aussi du bouche à oreille. Ça a été le cas cette année avec des carottes où bah voilà, on a entendu qu'il y avait un agriculteur qui laissait glaner ses carottes chez lui et du coup on l'a recontacté pour organiser quelque chose un peu plus encadré d'un coup. Et voilà, mais on travaille, oui, on va dire, on contacte peut-être 20 agriculteurs, grand maximum, mais voilà, en général, on organise une dizaine, 10-12 glanages grand maximum par an, parce qu'après, ça nous prend un peu trop de temps aussi. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire sur des plus petits territoires aussi, et très localement. Merci Mathieu. Il y avait également une question un peu en lien avec ça, hein. Oui, Comment contacter les agriculteurs, les horticulteurs? Comment les trouver sur son territoire? Est-ce que vous avez des ficelles pour permettre de trouver cela?
Adrien. Oui, ben, tout simplement, c'est souvent par un projet mis en place soit sur le territoire, soit la commune, sur un projet plus large. Donc, pour le moment, les associations qui travaillent avec les agriculteurs ont déjà des contacts via un projet secondaire, un contact direct. Après, je dirais que les producteurs, en général, les communes disposent de listing des producteurs. Voilà, c'est dans les bases de données de la commune. Mais après, comme le disait Martine, c'est fort, fort, fort important de les solliciter, de les contacter, de les connaître. Il faut savoir que la proportion d'agriculteurs qui cultivent des légumes, ben, ce n'est pas la majorité. Et donc, il faut quand même bien cibler les agriculteurs que l'on connaît. Et une fois que le lien est établi, entretenir ce lien. Sinon, je dirais, c'est surtout parfois par Facebook, on peut trouver sur des groupes communaux. Et puis par le bouche à oreille, voilà, vraiment demander, tiens, qui cultive là-bas, demander aux agriculteurs du coin, essayer de se renseigner de cette manière-là. Merci Adrien. Alors, il y avait une question sur la différence. Justement, on a beaucoup parlé de glanage en plein champ et de parler de la différence avec le glanage chez des maraîchers. Voilà. Donc, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on avait des exemples à partager? Je pense que Magali a quelques exemples. Oui, il y avait un glanage de fraises qui s'est passé au mois de juin. Donc, en fait, ça dépend tout à fait de l'envie du producteur de faire le glanage ou pas. Donc, ça peut être aussi chez un maraîcher. Tout à fait, hein, ça dépend de la configuration, de aussi ce que disait aussi Adrien. Hein. Est-ce qu'il y a des légumes qui n'ont pas été ramassés, par exemple le glanage de courges, c'était des toutes petites courges qui étaient tout à fait comestibles et très bonnes, mais qui n'auraient pas été acceptées par un magasin. Donc c'est comme ça que nous avons glané des courges. Et les fraises, c'était parce que, comme le disait Adrien, c'était le prix de vente ne justifiait pas le coût des cueilleurs. merci Magali. Alors, Sylvie Laspina propose aussi d'autres ressources pour identifier des agriculteurs dans le chat. Il y a bien sûr le biocerti.be qui est proposé. Il y a aussi Nature et Progrès. Je me permets d'en parler, Sylvie, qui propose aussi toute une liste de producteurs qui sont a priori intéressés d'avoir des contacts avec les consommateurs. Les CDR peuvent être aussi des partenaires pour identifier des producteurs. Bref, il n'y a pas qu'une seule solution et beaucoup de choses sont possibles. Je vois la main de Daniel Laurent qui se lève. Je suppose que c'est en lien avec cette question, Daniel? Moi, c'est une question par rapport justement au glanage. Peut-on être au courant de ce qui se passe au niveau glanage ailleurs que dans la région où on est? C'est une question qu'on m'a posée, des personnes m'ont posée au niveau du CPS. Voilà, il se peut que les gens soient, je sais pas, je veux dire, ici on est sur Brève, ils sont peut-être sur Namur, et ils auraient envie d'aller faire du glanage de ce côté-là. Très bien, merci pour la question. Laurent, alors je pense que Mathieu a une réponse. Oui, donc bon, c'est pas la même région, mais pour le parc naturel des Plaines de l'Escaut, là nous on avait décidé dans le cadre vraiment du circuit court de n'inviter que les habitants de la commune où a lieu le glanage, ou alors à la limite la commune juste à côté, pour justement éviter de faire des kilomètres. On va pas dire à des gens de venir faire 50 km pour aller glaner même 5 kilos de haricots. On trouve ça quand même assez contre-productif. Donc voilà, ça c'est la philosophie au parc des Plaines de l'Escaut. Maintenant, je sais que en Burdinal-Meuhaigne, justement, là, c'est pour l'ensemble des 4 communes que les gens sont invités. Voilà, après, je laisse les autres se parler pour leur initiative, mais tout peut être vraiment au cas par cas aussi, quoi.
Oui, Oui, tout à fait. Merci Mathieu d'avoir signalé ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres oui, est-ce que je peux, éléments? Daniel? Euh, Daniel, la même chose Oui, non, c'était simplement pour, dans le but de pouvoir avoir justement d'autres produits que ceux qui reviennent de manière récurrente, quoi, tous les ans. C'est dans ce but-là qu'on m'avait posé la question. Donc à ce Oh, moment-là, on pourrait prendre un véhicule et plusieurs personnes euh, bénéficiaires, par exemple, du CPS, prendre un seul véhicule et aller sur un endroit qui se trouve à 10-15 km d'ici. C'était dans ce but-là, quoi. ok. Merci pour la précision. Daniel, quelqu'un veut-il rebondir sur cela? Oui, Adrien? Ben, je pense qu'on peut très bien passer par la communication sur Facebook, mais vraiment, nous, quand on a mis en place le glanage, en faisant simplement de la communication dans les journaux communaux, on a vite acquis une base de données très importante de glaneurs. Au début, ben, on était surpris, on avait 150 glaneurs, et puis la base de données s'est montée à 300, et puis à 600. Et puis on s'est dit, mais en fait, on a même des glaneurs qui viennent dégueuser vers de Charleroi pour glaner des oignons. Et on s'est dit, là, on risque à un moment ou à un autre d'être submergé, parce que quand on commence l'activité de glanage, les premiers glanages attirent beaucoup de monde. Et parfois, ben, si on doit gérer 150 personnes sur une parcelle, ça peut être difficile à gérer. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de ne pas trop communiquer sur les réseaux sociaux et même de restreindre, parce on ne peut pas non plus, on ne peut pas deviner à l'avance le nombre de participants. Et l'une des choses les plus désagréables, c'est parfois d'avoir un grand nombre de personnes pour peu de légumes à glaner. Et donc, voilà, c'est assez embêtant parfois de devoir dire, ben, désolé, mais il n'y a pas plus que ça. Donc, on préfère vraiment ne pas trop s'ouvrir au grand, enfin, je veux dire, tout venant de cette manière-là. Mais après, je pense qu'il y a possibilité de le faire. Et pour moi, ça serait via les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut c'est vraiment important de garder le contrôle vis-à-vis notamment de tous les aspects sécuritaires aussi dont Mathieu a parlé. Je me souviens d'un glanage qui avait lieu le long d'une autoroute. Ben, il y avait la parcelle et l'autoroute à côté, il n'y avait rien qui séparait. Et imaginez des enfants qui vont jouer tout près, ben voilà, il faut poster quelqu'un à cet endroit-là. Euh, En plus de ça, sur la même parcelle, il y avait l'agriculteur qui récoltait en même temps. Donc voilà, ça devenait dangereux. Si on avait eu trop de personnes, on n'aurait pas pu le gérer. Donc je pense que c'est vraiment important de ne pas être là. Mais on peut très bien imaginer aussi de ne faire un glanage que solidaire avec des associations et d'avoir un réseau à ce niveau-là. On peut dissocier le glanage citoyen du glanage solidaire. Et donc, voilà, j'ai connaissance d'initiatives de glanage dans le Brabant wallon. J'ai entendu parler du Patathlon, qui était à destination uniquement solidaire. Et je crois que ça peut être fait dans ce cadre-là. Merci Adrien. Alors Christophe a levé la main. Vous connaissez le système, hein. Vous pouvez lever la main pour demander la parole. C'est en bas de l'écran, un petit icône réaction, et si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver normalement la possibilité de lever la main. C'est pratique pour demander la parole en tout cas. Alors Christophe, tu veux compléter? Oui, bonjour à tous. Donc, pardon, Christophe Baldoin, donc je suis employé communal à la commune d'Aouan, service environnement et également au niveau du service de l'agriculture. Et donc, on a réalisé l'année passée notre premier glanage. Et comme dans la région, bah, voilà, on n'est pas encore très, très habitué à ce genre de procédé, nous n'avons pas eu tout de suite de personnes qui se sont inscrites dans notre mailing list. Et donc, du coup, on a décidé de mettre la publicité du glanage sur le Facebook, et notamment le Facebook de notre ATL. Et là, du coup, on a eu assez bien de participants qui venaient d'autres communes. Et du coup, comme nous avions proposé uniquement 30 places, 30 inscriptions, parce que comme c'était notre premier glanage, nous ne savions pas où nous allions, en fait. Et pour finir, on a eu des gens d'autres communes et on a dû refuser, au final, des personnes de la commune d'Aouan. Et du coup, voilà, on a été un peu déçus de devoir refuser, évidemment, des personnes qui venaient de notre commune. Et voilà, on a accepté tout le monde, bien entendu, mais voilà, un peu le piège, un tout petit peu de cette publicité à grande échelle. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage. Alors une main élevée, c'est celle de Mathieu. Oui, je profite très rapidement pour dire aussi que voilà, quand on organise
comme je disais, un glanage sur la commune, c'est que pour les habitants de la commune ou la commune limitrophe. Par contre, pour tout ce qui est association, CPS ou autre, là, on lance l'invitation à l'ensemble des associations qui sont dans notre listing, entre guillemets. Comme ça, ils ont l'info aussi, et pour eux, on ne limite pas à cette... à juste la commune, quoi. Donc ça peut être aussi une réponse à ce que Monsieur Laurent disait. Merci. Je vais revenir peut-être vers Fanny pour continuer à répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. On a répondu à certaines, mais il en reste. Oui, il y a une question, elle a été en partie répondue dans le chat, mais c'est important d'y revenir. C'était la question de listing d'inscription. Est-ce qu'on avait tous fait des listings d'inscription pour les glaneurs qui participent aux opérations? Je pense que on en a répondu en partie, mais pas pour tout le monde. Et alors, il y avait la question de quelles informations de nos glaneurs quand ils ont cueilli, récolté leurs légumes, est-ce qu'on les sensibilise, on leur partage des méthodes pour la conservation des légumes, des recettes et ce genre de choses? Oui, donc c'est un point qui a été soulevé dans la préparation, hein, c'est ne pas trop glaner pour éviter d'avoir des pertes après dans ce qu'on a récolté. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait apporter un témoignage ou des explications par rapport à ça? Mathieu. Oui, donc ça dépend fortement du légume. Pour certains légumes comme des haricots, des petits pois, oui, il faut les traiter très très rapidement, surtout que la période de glanage juste après la récolte de l'agriculteur est très très courte, au contraire de pommes de terre par exemple. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on peut aussi donner lors de la petite présentation soit une recette ou des petits conseils pour comment conserver ces légumes le plus longtemps possible. Pour ce qui est des pommes de terre, en général, il n'y a vraiment pas de souci. Il faut pas avoir peur d'en prendre un peu plus. Et après, ça conserve assez bien dans un endroit frais et sec dans le noir. Donc, dans une cave en général qui est relativement bien ventilée. Moi, j'avais eu des pommes de terre glanées, je pense, en octobre. Et elles sont toujours à la cave et elles sont toujours nickel. Donc, ça peut aussi montrer que, et elles n'ont eu aucun antigerminatif ou autre. Donc, voilà, pour certains légumes comme des pommes de terre, il n'y a vraiment pas de problème de conservation. Des carottes, après, il y a toujours la technique assez classique de la remettre dans du sable, par exemple, pour pas qu'elles se dessèchent. Pour les oignons, voilà, il faut les laisser bien sécher. Et puis après, ça se conserve assez bien aussi au frais et au noir. Bon, voilà, en général, ça, c'est des questions qu'on peut répondre au cas par cas au moment de la petite présentation du début de glanage. Fanny, excuse-moi, est-ce que tu pourrais répéter la première question concernant les inscriptions? Donc la question c'était est-ce qu'il faut inscrire les glaneurs avant de commencer le glanage? Comme on l'a dit tout à l'heure, généralement non, on ne fait pas d'inscription pour participer au glanage. Maintenant, ça dépend de la parcelle à récolter, de ce qu'il y a à récolter dessus. Je me souviens que le premier glanage qu'on a organisé l'année dernière, c'était un glanage d'épinards. La parcelle n'était pas très, très grande. Il n'y avait pas non plus énormément à glaner. Et donc là, on avait limité la participation à je pense, 30 ou 40 glaneurs. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'il y a à glaner et de la taille de la parcelle. J'ajoute aussi que ça, souvent, on peut vraiment se mettre d'accord avec l'agriculteur. Il sait voir si justement il a eu beaucoup de pertes avec ses machines ou si justement elles ont été très efficaces dans la récolte. Et ça permet aussi d'évaluer le nombre de personnes qu'on peut inviter s'il s'agit d'une plus petite parcelle. Attention, que moi j'ai beaucoup de cas d'agriculteurs qui me disent il n'y a plus rien à récolter. Et quand on y va, il y a largement de quoi faire quand même. Donc c'est vraiment en allant voir sur place qu'on peut se rendre compte.
Ouais, merci Adrien pour cette précision. Hélène, J'avais envie d'ajouter par rapport aux 2 premières expériences qu'on a eues, qu'au niveau du choix du nombre d'agriculteurs, je pense que ça doit se décider également en concertation avec l'agriculteur au préalable. Et justement, on a la chance d'avoir ici présent Baudouin de Hulf, qui nous a accueillis sur ses champs. Et je voudrais lui demander son ressenti vis-à-vis des premières organisations d'activités de glanage chez lui, en termes d'organisation qu'on a assurée, de la sécurité, de la responsabilité, du nombre. Voilà, est-ce que Baudouin, tu pourrais un petit peu témoigner des expériences? Baudouin, peut-être brancher le micro. Baudouin, est-ce que vous nous entendez? Bon, il y a peut-être un petit problème technique à régler. Martine, je te propose de voir ça directement avec lui, mais en attendant, je propose de laisser la parole à Hélène Gadisseux, qui avait toute une série de questions aussi à poser, et peut-être plutôt que de les écrire sur le chat, de les partager en direct. Hélène, si tu nous entends, peux-tu prendre le micro et poser tes questions? Non, mais c'était par rapport à, c'est vrai que cette histoire d'inscription, je me dis ça, c'est votre expérience de terrain qui vous a permis un peu de se dire, parce que, allez, on parle de quand même 30, 40 personnes, 150, 200, c'est quand même des actions qui attirent du monde. Donc, c'est votre expérience où voilà, vous vous dites, ah, ça, c'est un petit glanage, c'est 30 personnes, ça, on peut se permettre d'ouvrir, ou est-ce qu'il y a quand même des critères semi-objectifs, je sais pas moi, en termes de superficie ou euh, allez, parce que ça brasse du monde, quoi. Donc voilà, c'est ça que je me demandais un peu. Et au niveau une autre question un peu pratico-pratique, c'était, je me disais, comme vous dites, entre le moment où l'agriculteur vous dit go, on peut venir, et le moment où vous diffusez l'information au glaneur, il y a peu de temps. Du coup, est-ce qu'il y a tout un travail quand même en amont où vous identifiez la parcelle, le parking, etc., pour que quand vous avez le go, en fait, tout est déjà, les infos, elles sont déjà définies? Ou est-ce que vous faites tout ça dans les 2, 3 jours enfin voilà, c'était un peu ça. Il y a quand même toute cette identification, tout ce travail en amont, je suppose, de la période de récolte qui doit être fait avec l'agriculteur, c'est ça? Oui, alors on a beaucoup de possibilités de réponse, hein, puisqu'il y a diverses expériences. D'abord, Adrien, je te propose de répondre à Hélène et puis on ira vers Mathieu et Magali. Oui, je dirais que c'est pas évident de prévoir à l'avance ce nombre de personnes, mais c'est vrai que c'est avec l'expérience qu'au final on y arrive. Le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est vraiment d'aller sur place. Et on a des belles parcelles, par exemple, bien carrées dans les rendements où il y a quasiment rien qui a été oublié par l'agriculteur. Mais d'autres cas, par exemple, où on a des coulées d'érosion. En juillet 2021, on a eu le cas avec des coulées de boue, des légumes qui sont emportés, des ravines dans le champ. Et en fait, il y a tout plein d'endroits, de zones topographiques où il est possible de glaner. Et là, ben, on peut estimer grosso modo s'il y a beaucoup de légumes à glaner ou très peu. C'est rarement le cas, en fait, quand il y en a peu. C'est vraiment des petites parcelles ou des situations particulières. Mais en général, on trouve quand même souvent de quoi glaner. Après, je dirais que quand on glane, le problème, c'est que l'agriculteur, il est dans sa phase de récolte, il doit tout récolter en fonction de la météo et donc dans des délais très courts. Et souvent, c'est pas lui qui récolte, mais un entrepreneur, voire une usine. Et donc, c'est très difficile de prévoir à l'avance quand aura lieu la récolte. Ce qui veut dire que c'est pas rare d'entendre un agriculteur nous dire voilà, je récolte les haricots demain et vous avez vous avez 4 jours pour faire le glanage, quoi. Après ça, ben, la parcelle sera labourée et donc je ne pourrai plus faire le glanage. Parfois, il y a un délai beaucoup plus long, 1 semaine, 2 semaines, un mois, mais souvent c'est dans des temps très courts et donc il faut pouvoir être réactif rapidement. Et c'est vrai que c'est difficile de prévoir
de prévoir voilà, la période de glanage. C'est la raison aussi pour laquelle Martine insistait sur le fait qu'il faut être au taquet avec les agriculteurs parce qu'ils ne vont pas forcément toujours avoir l'occasion de penser au glanage alors qu'il y a tout plein de choses à préparer au niveau des champs. Et donc, voilà, je pense que, je ne sais pas si les autres veulent compléter. Alors certainement, hein, Mathieu a levé la main, mais peut-être aussi signaler que c'est une époque, la récolte, très chargée pour les agriculteurs qui n'ont guère le temps de se retourner. Donc c'est important d'avoir un contact rapproché avec eux pour organiser tout cela sans que ça pèse sur leur travail. Mathieu. Oui, donc vraiment pour rebondir directement sur ta fin de phrase, ce qui est vraiment pratique pour savoir, pour être au fait justement du calendrier de récolte, c'est en tout début de campagne, si on a un contact avec l'agriculteur, comme le disait Martine, c'est de programmer un appel ou un SMS au minimum, on va dire 2 semaines avant la date plus ou moins prévue. Donc pour les pommes de terre, on sait que c'est en principe à partir d'octobre. Donc on peut se dire, on va recontacter l'agriculteur pour voir si c'est toujours OK, si ça se précise ou pas. Ça lui permet aussi de remettre un petit peu le projet de glanage dans sa tête. Et voilà, et après, il y pensera au moment de la récolte. Même si, comme l'a dit Adrien, ça je ne vais pas le répéter, les délais sont très courts pour organiser ça. J'avais noté quand même par rapport à un petit ou un gros glanage en termes de participants, oui, ça dépend de la parcelle. C'est assez rare, un glanage bien, entre guillemets, avec sans trop de monde ni trop peu. On peut être facilement à 50, 60 personnes. En dessous de 100, voilà, si on a une parcelle qui fait plus de 3-4 hectares, il y a vraiment la place en principe. Maintenant, ça dépend si la parcelle est toute droite, comme Adrien le disait, ou s'il y a des tournants, s'il y a des zones un peu plus humides où la machine n'a pas pu passer. Mais voilà, on se rend pas bien compte, mais 1 hectare, c'est déjà bien grand. Donc, on sait bien respecter les distanciations sociales et que tout le monde puisse partir avec son sac chargé de légumes. Ok, merci. Paul-Émile dans le chat partageait l'expérience d'un glanage où ils ont eu plus de 200 personnes. C'était une vaste parcelle, bien sûr, mais on voit que le nombre peut être très variable. Magali, tu souhaites apporter ton témoignage? Oui, c'est ça, parce que bon, moi, je m'adresse à des organismes d'aide sociale et d'aide alimentaire, et c'est vrai que bon, pour le nombre, c'est limité en fonction des organismes, mais il y a toujours effectivement un dialogue avec le producteur, parce que certains producteurs qui commencent à faire une opération de glanage pour la première fois voudront par exemple 20 personnes sur la parcelle, même si il y aurait pu y en avoir 50. Et donc, on s'adapte. Et puis, j'ai vu au fur et à mesure de l'expérience que quand les producteurs ont plus d'expérience et se sont rendus compte que le glanage se passait bien, à un moment donné, ils peuvent même dire, si ça concerne plusieurs hectares, faites venir le nombre qui vous convient. Et à ce moment-là, on peut penser avoir plusieurs associations en même temps plutôt qu'une. Moi, j'ai commencé avec une au début en me disant, bon, comment ça va se passer, etc. Et puis les producteurs disaient, oh, il faut 20 personnes maximum, quoi. Et après, j'ai vu que le comportement changeait. Et par rapport au timing qui peut être serré, effectivement, et c'est difficile pour, par exemple, un CPS de se mobiliser en une semaine, j'avais fait une double approche en connaissant les perspectives de certains producteurs qui me disaient il va y avoir un glanage possible, et puis j'avais l'information peut-être 3 semaines, 1 mois avant, et du coup je contactais des CPAS ou la Croix-Rouge ou d'autres organismes à ce moment-là pour les préparer en fait, pour que le jour où je les appelle et qu'il y a 1 semaine ou 10 jours pour se mobiliser, ils aient déjà réfléchi à la logistique, demandé les autorisations nécessaires en interne, etc. Donc, ça permet, on fait un double cliquet quand c'est possible pour permettre que l'opération se fasse. Très bien, merci Magali. Alors, Christophe aussi voulait ajouter sa pierre à l'édifice.
Christophe, tu as levé ta main. Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai un petit souci au niveau de la caméra, mais je suis bien présent, hein. Donc, oui, je voulais, au niveau du nombre de participants, nous, pour notre premier glanage, nous avions limité ce nombre à 30 personnes, tout simplement parce que nous n'étions que 3 glaneurs encadrants. On ne savait pas trop, voilà, c'était la première fois, donc on ne savait pas trop comment les gens allaient réagir, les tâches que nous devions réaliser pour bien encadrer le tout. Et il y avait aussi le fait que l'agriculteur qui participait avait un peu des craintes qu'un trop grand nombre de participants ne viennent, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, apporter son lot de déchets, dégrader quoi que ce soit. Et donc, du coup, on a vraiment voulu un peu cadenasser notre premier glanage. Et puis, on se rend compte au final que tout s'est très bien passé. L'agriculteur a été rassuré, il n'y a pas eu de soucis, ce qui a permis aussi aux autres agriculteurs, via le bouche à oreille, de se rassurer. Donc, on a déjà aussi un petit listing qui se fait grâce à cela. Et donc, pour la prochaine fois, je pense qu'on pourra effectivement augmenter le nombre de participants à 50, voire 60, comme ça a été. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christophe. Adrien, tu avais voulu prendre la parole aussi ou bien? Oui. Juste pour ajouter une petite info, c'est vrai que nous, nos glaneurs participants nous disent souvent, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'information plus rapidement? Parce qu'il faut savoir que chez nous, on envoie les coordonnées de la parcelle souvent la veille ou le matin même du glanage. Donc, on avertit à l'avance qu'il y aura un glanage, on donne les coordonnées finales de la fin. Je dois dire que dans 95% des cas, ça se passe toujours bien, le glanage, on n'a pas de problème et tout ça. Mais quand on fait un glanage solidaire, ben, il peut arriver parfois que des glaneurs sont un peu déçus que le glanage réunisse beaucoup de monde et qu'il n'y ait pas assez à glaner pour tout le monde. Donc, on a déjà eu des cas où l'agriculteur disait, mais tiens, vous avez envoyé un message pour le glanage, mais il y a des gens qui sont venus avant tout le monde, avant le rendez-vous, pour glaner avant les autres. Et donc, ben, nous, notre manière de fonctionner, c'est quand on sait qu'on a des quantités limitées aussi, ben, c'est de se dire qu'on donne l'information et un lieu de rendez-vous peu avant, quoi. Donc, même si on apprend le glanage parfois 4 ou 5 jours avant, ben, vraiment l'info finale, on la donne au dernier moment. Mais encore une fois, j'insiste, c'est dans la grande majorité des cas, tout se passe très bien et c'est rare d'avoir des problèmes. Après, si je peux donner juste encore un témoignage, c'est que les agriculteurs sont parfois un peu frileux de donner la parcelle ou de donner des coordonnées parce que tous les producteurs de légumes ont déjà vu des gens qui venaient voler dans les champs. Je me souviens d'un témoignage d'un agriculteur qui disait qu'en rentrant de soirée, un vendredi, ben, il avait trouvé quelqu'un couché dans ses épinards et en fait, c'était quelqu'un qui venait glaner de son côté ou plutôt marauder. Et donc, le fait de l'organiser, le glanage, le fait de donner un rendez-vous avec un endroit, une adresse, tout ça, de l'encadrer, ben, pour moi, ça sensibilise beaucoup aussi au fait de se dire que c'est le travail de l'agriculteur. Et alors, souvent, ben, on est tenté de dire, ben, tiens, il y a 50 tonnes de pommes de terre sur un hectare et demi. C'est pas parce que j'en prends 10 kilos que l'agriculteur va être plombé financièrement, mais ça participe au sentiment d'insécurité et c'est hyper important d'avoir ce cadrage par rapport au glanage. Et juste pour une info, le glanage, c'est gratuit. Il me semble que j'ai eu 2-3 questions par rapport à ça. Mais ce qui sort du champ, en fait, le glanage, c'est un droit, donc on ne doit pas payer à l'agriculteur. En tout cas, ce n'est pas le but du glanage. Oui, on reviendra peut-être là-dessus, mais on parlait aussi dans le chat du témoignage des agriculteurs, et puisqu'on a Baudouin de Wulf qui est avec nous. Baudouin, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pourriez peut-être faire part de votre expérience en tant qu'agriculteur face à cette pratique? Apparemment, il y a toujours un souci technique du côté de Baudouin pour pouvoir parler. Baudouin, n'hésitez pas à revenir vers nous, peut-être nous couper si besoin, mais en attendant que ça se règle, on va continuer à avancer. Donc, cette question du paiement, est-ce que le glanage est gratuit? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un dédommagement pour l'agriculteur? Est-ce que certains ont quelque chose à apporter par rapport à cette démarche? Catherine Rousseau proposait, elle, une démarche qui était un contrat
un contrat de production entre un agriculteur et des associations de solidarité. Mais là, on sort tout à fait du système de glanage. Il y aurait une récolte qui serait adressée à des associations. Et donc, on rentre dans un autre modèle que celui qu'on évoque aujourd'hui. Mais pour la question de la rétribution, est-ce que c'est à envisager? Mathieu lève la main. Donc ça, on en avait aussi au moment d'élaborer un peu le projet, on y avait pensé. Maintenant, on s'était tout de suite dit, non, on vise vraiment la gratuité pour les légumes glanés. Et en parlant un petit peu aux agriculteurs, en général, eux, ils ne demandent vraiment rien pour les légumes glanés comme ça, parce que eux, c'était prévu avec leur contrat avec la société, ou voilà, enfin, ils se rémunèrent avec la vente de ce qui est récolté de leur côté, et tout ce qui reste au champ, c'est vraiment quelque chose de perdu pour eux. Et donc, voilà, eux, leur paiement, en fait, c'est vraiment de valoriser un petit peu leur métier, de proposer une chouette activité familiale, de parler avec les agriculteurs. Enfin, c'est comme ça qu'on a eu en tout cas plusieurs fois le cas. Maintenant, on a eu quand même certains glaneurs qui ont dit ah, ouais, c'est vraiment chouette, est-ce qu'on pourrait pas donner quelque chose à l'agriculteur pour le remercier? On dit bah non, lui, ou alors lui même il dit ah bah non, moi je veux rien, moi ça me fait plaisir, voilà. Et par contre, bah, les glaneurs disent bah ah, j'irai lui porter une bouteille de jus de pomme de mes arbres, voilà, en remerciement à sa ferme. Comme ça parfois ça permet aussi de renouer le contact d'un geste spontané de cette manière-là, quoi. Tout à fait, Mathieu. Je crois que c'est vraiment important de souligner. Un des buts de ce glanage encadré, c'est aussi de rétablir un contact avec les agriculteurs, entre la société, entre les consommateurs et les agriculteurs. Et c'est vraiment un travail important à mener. On sait que beaucoup d'agriculteurs souffrent de cet agribashing qu'on rencontre beaucoup. Le glanage est un outil, est un levier vraiment précieux pour changer cette mentalité, et c'est ça qu'il faut mettre en avant avant tout. Et alors, juste pour rajouter aussi, si l'agriculteur a un magasin à la ferme ou travaille en circuit court, bah, forcément, la reconnaissance peut passer par ce biais-là, justement de fidéliser le client à aller chercher ses pommes de terre ou autres directement à la ferme. Mais voilà, c'est pas un acte forcément intéressé de l'agriculteur. Très bien, merci Mathieu. Alors Hélène, c'est pour répondre aussi à cette question ou bien c'est une autre question? Non, c'est juste la question qui avait été posée. Il demandait la rétribution, mais aussi est-ce qu'il y a le côté financier dans ce qui serait revendu de ce que fait le glaneur? Christine qui posait ça, elle disait est-ce que c'est accepté, est-ce qu'on balise que les produits récoltés ne peuvent pas être transformés et revendus? Ou il y avait cette dimension-là aussi dans la question. Je vois que Christine Oui, avait. tout à fait. Adrien avait commencé un peu aussi à aborder ce sujet-là, mais peut-être compléter, Adrien? Je pense que quand on fait du glanage de légumes, on sort de la chaîne de commercialisation et donc c'est, à mon avis, je n'ai pas vraiment réponse à la question, mais je ne pense pas que l'on puisse commercialiser, puisque quand on commercialise, on doit prouver l'origine de ces légumes et donc je ne suis pas convaincu que l'on puisse légalement le faire. Merci. Magali, sur ce sujet? Oui, nous, par exemple, dans la charte qu'on a élaborée, on demande aux organismes d'aide sociale et d'aide alimentaire de ne pas commercialiser les produits parce qu'on a un aspect quand même de concurrence déloyale possible. C'est qu'à ce moment-là, des gens iraient glaner dans les champs, iraient commercialiser au détriment des producteurs, et la pratique à ce moment-là risque de se retourner. Et des producteurs qui, au départ, voulaient faire jouer du lien social, la reconnaissance de leur activité, la solidarité entre les personnes, ne voudront plus en faire. S'ils s'aperçoivent que les produits sont commercialisés par des personnes qui n'ont rien payé ou payé un prix dérisoire.
Tout à fait. Donc, je pense que éthiquement et légalement, ce n'est pas envisagé. C'était une question qui avait été posée par Christine Ancio. Peut-être qu'elle-même peut apporter des éléments de réponse, Christine. Non, c'est très bien. Je pense que ça valait la peine qu'on en discute parce qu'il y a eu plusieurs questions qui mentionnaient le prix, l'utilisation et tout. Et dans mon esprit, effectivement, le glanage, si on reprend la définition du code rural, c'est avant tout de pouvoir collecter une alimentation qui va vers des individus, quoi, pas vers une transformation ou commerciale. Donc, ça reste une activité de la sphère individuelle pour moi, mais peut-être qu'un juriste pourrait nous éclairer, hein, mais vous vous êtes peut-être posé la question, et notamment Magali a répondu. Je pense que dans la charte, effectivement, ça a été conçu comme ça, c'est pas pour rien. Voilà. Merci. Merci d'avoir pris en compte ma question. Tout à fait, Christine. Mais donc, Adrien a bien aussi pointé ce problème que pour vendre, il faut pouvoir assurer, justifier la provenance. Oui, il y a c'est une ça, traçabilité à... Quand on entre dans une activité commerciale, on tombe sous le sceau de la législation alimentaire, effectivement. C'est peut-être là qu'il y a des limites, mais je sais qu'il y il y a déjà eu certaines discussions aussi au niveau de l'AFSCA à ce propos-là. Il faudrait peut-être retourner voir un peu. Oui, peut-être. Peut-être. C'est un point peut-être à creuser, à envisager dans le groupe pour la suite. D'autres questions? Je me tourne à nouveau vers Fanny, peut-être si tu as pu collecter d'autres choses, Fanny? Oui, tout à fait. Il y avait une question qui était posée qui suggérait en fait qu'on fasse des vidéos d'agriculteurs, que ça pourrait donner envie à d'autres agriculteurs de participer au glanage, d'avoir des témoignages de pair à pair. Oui, c'est plus une suggestion qu'une question, je pense. C'est une question, tout à fait. À ce propos, on a Baudouin qui nous a répondu par le chat, hein, où il disait que le glanage s'était bien passé et que l'encadrement l'avait bien rassuré et que au total, il était très satisfait de cette démarche. On a vu des photos aussi où c'est vraiment l'occasion de pouvoir, pour l'agriculteur, expliquer son métier, comment il le pratique et ses motivations aussi. Une question qui était posée, c'est quel est le pourcentage de producteurs bio de la part de Catherine Rousseau dans le glanage? C'est très variable. Bon, est-ce que quelqu'un voudrait apporter un témoignage sur ce qui s'est déjà passé? Je me rappelle qu'il y avait le témoignage de quelqu'un qui avait été déçu en arrivant sur le champ de voir que c'était une agriculture, une culture conventionnelle, et alors qu'elle s'attendait à pouvoir faire une récolte de produits bio. Tout ça doit être communiqué aussi, bien sûr, préalablement à la démarche. Et c'est aussi l'occasion d'échanger intéressant avec l'agriculteur. Adrien, tu veux compléter? Oui, ben oui, c'est vrai qu'on a déjà eu des questions au début, on ne le disait peut-être pas systématiquement, mais des questions de glaneurs qui disaient, mais tiens, est-ce que c'est bio ou est-ce que ça ne l'est pas? Juste pour dire, nous, on fait du glanage aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Et en fait, il y a quand même une part importante des agriculteurs qui sont bio, mais c'est pas systématiquement. Voilà, ça peut être des légumes conventionnels comme des légumes bio. Alors après, dire vraiment une part, je dirais facilement au moins 50% de bio et de conventionnel. Et je tiens juste à rajouter quelque chose au niveau bio ou conventionnel, toujours bien le préciser, lorsqu'on fait les alertes glanage, comme ça les personnes ne sont pas surprises en arrivant sur le champ, elles sont déjà au courant. Ok, merci. Mathieu, tu avais levé la main. Ouais, donc pour le parc ici, bon, on avait un peu sondé plusieurs fermes aussi qui étaient en bio, mais malheureusement, il y avait moins de cultures glanables. Donc, dans notre cas, au parc naturel Plaine de l'Escaut, c'était plutôt des parcelles en conventionnel. Maintenant, voilà, c'est ça l'intérêt dans la discussion de présentation, de parler des pratiques agricoles et expliquer comment l'agriculteur travaille justement, pourquoi il applique des produits phytosanitaires, comment, et voilà, ça permet aussi d'avoir une discussion assez intéressante avec les glaneurs et qui se rendent compte, bah oui, c'est pas si
si évident et ils comprennent pourquoi et ils voient que c'est fait de manière raisonnée aussi. Mais voilà, on est ouvert à tout type de glanage, forcément. Le tout, c'est de bien le préciser comme tout le monde l'a dit. Oui, tout à fait. Une information importante à communiquer. Baudouin aussi insiste sur le fait que c'est bien avec l'encadrement de pouvoir estimer le nombre de personnes qu'il est souhaitable d'accueillir sur le champ. Ça évite des frustrations, comme on l'a dit, et ça rend la démarche beaucoup plus efficace. Je vois aussi Sylvie qui évoque les différents autres cas. Notamment, il y avait une question de la part de Sylvie. Peut-être, Sylvie, pourrais-tu prendre la parole? Il y a la question du glanage. Enfin, tu demandes s'il y avait des expériences de glanage dans des petites exploitations de maraîchage diversifiées. Ça, on pourra voir si certains y répondent. A priori, c'est difficile et c'est plutôt des solutions, comme tu l'évoques, de cueillette chez le producteur qui s'appliquent dans ces cas-là. Sylvie. Oui, voilà. Donc, je crois que la question peut intéresser aussi d'autres personnes. Donc, moi, je travaille plus sur une région, la région dinantaise, avec très peu, finalement, de culture de légumes ou de pommes de terre en plein champ. Hein. Donc, au niveau de la production des légumes, c'est du maraîchage diversifié sur petite surface. Et donc, questionnement, tiens, est-ce que quelque chose est organisable dans ce cadre-là, sachant que, voilà, pour un producteur en plein champ qui cultive plusieurs hectares d'un légume, ma foi, les légumes non récoltés, c'est pas ça qui va peser dans son porte-monnaie et généralement, effectivement, il les donne avec plaisir. Maintenant, c'est certainement très différent pour un petit maraîcher pour lequel j'ai presque envie de dire que chaque légume compte. Donc voilà, s'il y avait peut-être un peu plus de retour d'expérience dans ces cas-là, vraiment, ça m'intéresserait. Merci. Ok, merci Sylvie. Alors, quelqu'un aurait-il quelque chose à apporter par rapport à cette question? Adrien? J'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet, mais il y a eu 2 cas que je peux donner. C'est un producteur, un maraîcher qui avait donc on parle bien maraîchage sur petite surface, qui avait des tomates excédentaires et qui ne savait pas les commercialiser parce que tout simplement elles devenaient trop matures et donc lui proposait de faire une distribution, voilà, des tomates pour faire du ketchup ou autre. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Un autre cas, c'était une productrice agricultrice qui faisait du circuit court et qui faisait de la production de pleurotes. Et même chose, qui avait eu un surplus de production qui était difficile à écouler et pour lequel le glanage est possible. Alors ça prend un peu une autre forme, mais je pense que c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a une autre initiative qui s'appelle Freud Collect et qui travaille beaucoup plus au niveau des vergers. On n'a pas encore vraiment exploré la question, mais donc voilà, ça n'est pas que l'agriculture en grande superficie, quoi. Ok, merci. Alors, Magali, tu veux apporter aussi un témoignage par rapport à ça? C'était ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur le glanage de courges. On a glané des courges qui étaient trop petites pour être commercialisées, et donc ça s'est fait sur une petite surface. Et le producteur était très content de pouvoir aider le CPAS local de son village et de créer du lien avec eux. Et par la suite, il va y avoir d'autres collaborations qui vont se faire. Donc, pour lui, c'était valorisant et ça faisait jouer la solidarité. Ok, merci. Alors, Catherine Olbrecht a une question à lever la main. Une question sans doute, Catherine? Oui, j'ai une petite question que j'ai posée dans le chat, mais elle a été oubliée. Je me demandais si Manger Demain ou un autre organisme avait estimé la quantité de légumes glanés, parce que je pense que ce serait intéressant à mettre en avant pour encourager cette pratique voilà, au niveau de toute la Wallonie, et aussi, comme disait Magali Leroux, la valorisation des agriculteurs est vraiment importante. Donc là, en l'occurrence, il y a une satisfaction directe lorsque le fermier peut rendre service.
mais on pourrait imaginer même qu'il y a une autre façon d'encourager les agriculteurs à la mise au glanage de leurs champs, quoi. Voilà. Alors, sur le tonnage, Magali, effectivement. On a, avec les glanages qui ont été organisés par Manger Demain, ont fait l'objet d'un pesage, en fait. Donc, parce que le SPW nous demande de remonter l'information, parce que ça les intéresse d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on peut sauver du champ. Et donc, comme je le disais, on parle de centaines de kilos. Donc, c'est impressionnant. En quelques heures, on avait glané 250 kilos de fraises. Ensuite, pour le glanage de pommes de terre aussi, très rapidement, on a glané 250 kilos de pommes de terre, 46 kilos de carottes. Et c'est, par exemple, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on peut glaner 46 kilos de carottes. Et les pommes de terre, on avait dû mettre une heure et demie pour les glaner. Pour les courges, on avait 170 kilos de courges. Donc, vous voyez, je connais par cœur les tonnages. Et puis, on avait 10 kilos de potimarron, 2 caisses de salade. Et pour le glanage de choux de Bruxelles, on était à 100 kilos, mais il y avait peu de personnes présentes. Mais encore une fois, c'est impressionnant parce que quand on quitte le champ, on a encore beaucoup de légumes à glaner. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de démocratiser la pratique et de faire en sorte que les différents protagonistes aient envie de le faire. Très bien, merci Magali. Alors, je vois que deux mains sont levées. D'abord, Mathieu, tu avais levé la main d'abord. Oui, donc comme le disait Magali, ça va très très vite la récolte en glanage parce que souvent il faut même pas creuser, il faut juste vraiment ramasser parce que les pommes de terre ou autres sont sur le sol déjà prêtes à être prises. En pommes de terre, c'est vrai qu'en une heure, c'est vraiment très très rapide. On peut voir chaque glaneur peut repartir avec 25 kilos de pommes de terre sur l'heure, mais même sur la demi-heure. Et donc, si on fait ça pour 50 personnes, on arrive vite à la tonne récupérée sur le champ, quoi. Donc, voilà, en haricots, ça va aussi assez vite parce que comme ça, quand on regarde de loin, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais ça va vite et on a vite 5-10 kilos de haricots. Bon, après, il faut les repartager dans sa famille parce que c'est pas toujours facile de s'arrêter de glaner. Il y a souvent les familles qui sont là à reprendre les enfants parce qu'ils veulent continuer, ou alors le mari ou la femme qui l'un ou l'autre qui ne s'arrête pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez contagieux le glanage et on amasse assez vite beaucoup de kilos. On sent du vécu derrière tout ça. Paul-Émile ou Martine, je ne sais pas qui d'entre vous prend la parole. Oui, voilà, c'était pour partager nos expériences au niveau des quantités. En réalité, on n'a pas encore eu beaucoup d'expériences. On a eu 3 expériences et je dirais que la quantité peut énormément varier en fonction, très logiquement, du nombre de participants et des conditions de récolte. Et pour notre cas, je dirais que pour le glanage de pommes de terre et le glanage de petits choux de Bruxelles, on était dans plusieurs centaines de kilos, alors que pour un glanage de carottes qu'on a réalisé dernièrement, on a eu énormément de monde, on a eu une très bonne couverture médiatique, et on a pu estimer que entre 30 et 40 tonnes de carottes ont été récoltées sur plusieurs jours. Donc, ça varie du tout au tout. Et voilà, Mathieu a expliqué la quantité qu'il était possible de glaner par personne à l'heure, mais parfois plusieurs dizaines de kilos, donc ça peut aller très très vite en fonction du nombre de participants. Merci beaucoup Paul-Émile. Baudouin continue, donc Baudouin, notre témoin agriculteur, continue à nous faire part de son intérêt sur ces démarches. Et il insiste aussi sur le fait que c'est vraiment agréable de rendre service et d'améliorer la relation entre les agriculteurs et les consommateurs et les citoyens. Chose certainement à retenir dans cette démarche. Je me tourne à nouveau vers Fanny. Est-ce que Fanny, tu auras encore une question sur laquelle on n'aurait pas apporté de réponse? En fait, on a répondu
de manière croisée à certaines questions. Catherine Rousseau avait l'air d'avoir un point de vue particulier à partager. Je ne sais pas si elle souhaite intervenir, s'il y avait une question ou si elle voulait surtout intervenir pour apporter des précisions de son expérience. Oui, c'est vrai, Catherine, peut-être reprendre la parole avec... Oui, oui. je viens. Mais c'est parce que vous vous êtes posé la question de savoir si on pouvait revendre ce qu'on collectait gratuitement. Alors, je ne sais pas s'il y a une règle particulière pour les produits glanés, mais en tout cas, ce que je connais dans le secteur de l'aide alimentaire, pour les dons d'invendus peuvent être revendus. Il n'y a rien qui empêche une organisation de revendre ce qu'elle aurait reçu. Ceci dit, si le donateur veut bénéficier d'une exemption de TVA, ce qui est rarement le cas d'un agriculteur, mais très souvent le cas d'un commerçant, dans ce cas-là, il y a la réglementation TVA qui empêche la revente à un prix élevé. On peut toujours revendre, mais à un tout petit prix, et ce prix ne peut correspondre qu'à des frais logistiques et de transformation supplémentaires qui sont intervenus après le don. Mais il n'y a pas de réglementation qui empêche la revente de biens qu'une organisation aurait reçus. Ceci dit, comme Magali le soulignait, souvent c'est dans le rapport de confiance et la peur alors du commerçant qui donne ou de l'agriculteur qui donne que des circuits commerciaux parallèles se créent. Très bien, merci Catherine pour ce partage d'expérience. Alors, il y avait une question concernant la couverture, les régions couvertes par le glanage. Une personne qui vient du sud du Luxembourg où bien, les conditions ne sont pas toujours faciles puisque ce n'est pas du tout les mêmes cultures qui sont accessibles, mais ailleurs, quelles sont les régions a priori couvertes par le glanage? Je me tourne vers tous les présentateurs. Je pense qu'à part effectivement les zones ardennaises en altitude, a priori, toutes les régions de Wallonie et a fortiori de Belgique sont sujettes au glanage. Mathieu. Oui, donc comme on le disait, mais il y a pas non plus que les légumes qui peuvent être glanés. Il ne faut pas oublier les fruits. Voilà, maintenant c'est plus particulier. Il faut voir aussi si le producteur, parce que là c'est une culture pérenne, donc il ne faut pas que les glaneurs abîment non plus les fruits, enfin les arbres, pardon. Voilà, donc il faut réfléchir au fait qu'il n'y ait pas que la pomme de terre, les haricots ou quoi. Il y a parfois des choses un petit peu à insoupçonner qui pourraient être aussi glanées à plus petite échelle parfois, mais voilà, ça peut arriver. Et après, pour la couverture, vraiment, moi, je trouve personnellement que même si, par exemple, au Parc naturel des Plaines de l'Escaut, on organise des glanages, il pourrait y avoir d'autres associations qui pourraient en organiser sur le même territoire à une échelle un peu différente. Il y a tellement de parcelles qui peuvent être glanées que ça peut se recouper. À la limite, on peut faire la pub pour l'un pour l'autre, parce que nous, on ne sait pas, on est limité aussi en moyens pour encadrer tous ces glanages. Mais voilà, donc on encourage en tout cas le bouche à oreille pour repartager ça et voilà, après, un territoire, ça peut être commune par commune, organisé directement par celle-ci, un CPS, un collectif local. Il y a vraiment plein de possibilités à faire ça dans votre association. Ouais. Merci. Alors, Paul-Émile, un complément? Oui, j'avais un petit complément par rapport à la réflexion de Catherine Rousseau. Je pense qu'il faut être très prudent par rapport à cette histoire de revente parce que je pense que ça doit être possible également pour des produits alimentaires, style des boîtes de conserve, etc., qui ont subi toute une réglementation AFSCA au préalable. Et ça m'étonnerait qu'on puisse revendre des légumes qui n'aient pas été lavés parce que tout ce lavage de légumes, etc., doit respecter aussi une législation, doit être soumis à des vérifications AFSCA. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop vite, qu'il faut creuser la question. Oui, d'accord. Effectivement, ce sera sans doute un point aussi à creuser pour avoir une réponse plus complète.
Mais bon, sur les zones de glanage, parmi les participants, il y en a plusieurs qui évoquent leur intérêt pour lancer cette démarche à Thoin, à Anu. Donc, je pense qu'on peut le faire un peu partout. Je me posais la question, moi, du glanage de grains. On récolte du blé, de l'épeautre, et normalement, après la récolte, il y a des grains qui tombent. Est-ce qu'on peut envisager le glanage de céréales? Qui veut répondre à cette question? Je peux peut-être répondre à ça, mais moi, c'est dans un autre contexte. C'est plutôt pour nourrir les oiseaux que je réfléchis un peu aux quantités de grains qui restent sur le champ. C'est vrai qu'après une récolte de céréales, souvent, si on ne ressème rien, ben, le champ redevient vert, ce qui veut dire qu'il y avait quand même de quoi replanter. Je pense qu'il peut y avoir en général, après les céréales, des doses de 25 à 200 kilos à l'hectare de céréales. Maintenant, bonne chance pour les récolter, parce que c'est les épis qu'on va pouvoir récolter. Et une fois qu'on a récolté les épis, il faut encore battre le grain et puis faire tout le processus pour récolter les céréales. Mais dans les cas où ça peut arriver, encore une fois, c'est là où il y a eu de l'averse, je pense, cette année particulièrement, ou alors dans des endroits où les machines ne passent pas. Si on travaille avec une entreprise agricole, ben, il y a parfois le long des bois, des arbres qui dépassent et qui empêchent de récolter, mais je crois que c'est quand même très chronophage de glaner de la céréale. Très bien, merci pour cette réponse, Adrien. C'était un souvenir de famille. Mon père m'a parlé de l'époque où, gamin, il allait, et c'était en Ardennes, donc dans le Luxembourg, où ses parents l'emmenaient glaner dans les champs de céréales. Il se sentait à l'époque très malheureux de faire cela. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais ajouter le fait aussi que toutes les céréales actuellement cultivées ne sont pas panifiables également. Donc, pour tout ce qui est alimentation pour les volailles ou autres, ça pourrait éventuellement servir, mais bon, comme le dit Adrien, ça va prendre un certain temps d'aller chercher grain par grain. Voilà. Et peut-être d'autres personnes qui font du pain pourront le dire, ça va pas être la même qualité non plus de farine, même si c'est possible de faire du pain avec n'importe quelle farine, quoi. Donc c'est quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose à mon sens. Oui, tout à fait. Il y a Sylvie qui partage aussi son expérience, hein. Comme tu l'as dit, il faut le moudre avant aussi d'en faire du pain. Mais elle cite des pratiques anciennes où on élevait des pigeons ou des oies que l'on faisait passer sur les champs, et donc c'était une autre forme de valorisation des grains à travers l'élevage. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Il y a encore des remarques de Catherine, hein, par rapport aux légumes lavés, non lavés. Elle parle d'expérience de vente à des clients finaux de légumes non lavés, sans que l'AFSCA n'ait de contre-indication par rapport à ça. En tout cas, n'a pas soulevé d'objection. Fanny, je ne sais pas si tu aurais repéré des questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Si c'est le cas, peut-être aussi que parmi les participants, ceux qui le souhaitent poser une question le fassent directement. Oui, il y avait une réflexion autour de faire communiquer le glanage et le tourisme, c'est-à-dire que des personnes qui auraient un tourisme à la ferme pour organiser du glanage en lien avec cette activité touristique. Je ne sais pas si c'était une question ou s'il y avait une réflexion. Donc, je propose peut-être que la personne qui avait émis cette réflexion, si elle a une question, qu'elle se manifeste de vive voix. Oui, bonjour, c'était moi, Caroline Bergman, du Parc naturel Haute-Sur, Forêt d'Anlier. Voilà, c'est parce qu'en fait, je travaille pour le Parc naturel en tant que chargée de mission tourisme durable et je travaille aussi sur le projet de relocalisation alimentaire sur notre territoire. Et du coup, bah, voilà, je lis un peu les deux, évidemment. Et je me faisais effectivement cette réflexion que c'est quand même quelque chose, enfin voilà, au niveau du tourisme, les produits locaux, on essaye aussi vraiment de les valoriser parce que c'est aussi un attrait, évidemment,
justement pour les touristes. Et toute cette réflexion autour du glanage m'a fait penser qu'effectivement, ça pourrait aussi être quelque chose, une expérience assez particulière à pouvoir proposer aussi aux touristes qui viennent dans notre région. Et d'un point de vue organisationnel, je pensais plutôt, voilà, effectivement, aux agriculteurs qui avaient éventuellement un hébergement eux-mêmes. Hein, c'est le cas, par exemple, pour quelqu'un sur ma commune. Et puis, du coup, voilà, je voulais voir si peut-être qu'il y avait eu déjà des expériences comme celle-ci. Et aussi, ma réflexion allait sur le fait que ça peut créer aussi des partenariats entre les agriculteurs et les propriétaires d'hébergement. Je suppose que c'est très difficile à mettre en place, je vais dire au niveau planning, mais sur le moment même, ça peut très bien être l'agriculteur qui communique cela avec le propriétaire d'hébergement et qui dit aux personnes qui sont chez lui, voilà, si jamais vous souhaitez faire quelque chose, voilà, il y a ça qui est possible aussi, quoi. Pour sensibiliser aussi, bien évidemment. Ok, merci Caroline. Mathieu, c'est une main levée pour répondre? Oui, donc ouais, il y avait la problématique du temps, de la période, du timing, pardon, qui était assez compliqué pour moi. Je vois plutôt ça dans sortie du projet de glanage, mais plutôt de la cueillette à la ferme tout au long de la culture, qui serait, à mon avis, plus appropriée pour valoriser l'expérience rurale, on va dire, et de maraîchage, un peu, entre guillemets. Mais dans le cadre du glanage, c'est déjà assez compliqué, je pense, de prévenir les gens déjà préinscrits. Donc, ou alors, ça devrait dire que ces logements, ces gîtes ou autres, les propriétaires seraient, eux, inscrits au listing glanage et dès qu'ils reçoivent une information, ils pourraient donner ça à leurs locataires, entre guillemets. Mais autrement, ça me paraît assez difficile à mettre en place dans ce sens-là, quoi. Oui, comme tu dis aussi, c'est plutôt pour de la cueillette, mais ça pourrait être une manière de répondre à la question de Sylvie sur le glanage, qui serait plutôt de la cueillette dans des petites parcelles de maraîchers diversifiés, dans le sens d'une interaction, une expérience de la vie rurale directement dans la production. Je pense qu'on arrive, en tout cas, on arrive à la fin du timing. Je crois qu'il est temps de conclure, d'arrêter là, en rappelant que cette séance est filmée, donc elle sera à disposition dans toute sa version sur chacun des sites des partenaires, tant du réseau que la cellule Manger Demain, d'Égal et Parcs Naturels qui sont associés à la démarche. Donc, vous retrouverez ces éléments-là. On va envisager peut-être d'en faire un document imprimé, ça, on va en discuter. En guise de conclusion, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce glanage encadré qui est une grande force par tous les avantages qu'elle apporte, des relations avec les agriculteurs, de retour à une autre connaissance de l'alimentation, aux aspects de lutte contre des pertes alimentaires, mais aussi un soutien, une solidarité au sein de la population. Donc cet encadrement est vraiment important et c'était là l'intérêt d'avoir cette rencontre, c'est de mettre en évidence tout ce que ça implique et ça suppose quand même un certain travail, d'où l'intérêt aussi de partager ces expériences. Alors, on a vu que certains des participants étaient vraiment intéressés par la démarche et l'envisageaient. Parmi ceux qui restent, est-ce que ceux qui envisagent, ceux qui ont envie de lancer un glanage pour cette année pourraient peut-être lever la main? Ça donnerait une idée de l'impact que pourrait avoir par la suite ce glanage un peu partout en Wallonie. Donc j'avais noté que c'était possible, c'était envisagé du côté de Thoin, du côté de Hannu. Donc on voit une série de mains qui se lèvent. C'est vrai que les ceintures alimentaires pourraient être vraiment aussi des parties prenantes dans ces démarches.
Donc, je vois là 6 mains levées pour 7 pour s'engager là-dessus. Donc, c'est assez encourageant. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, pour si vous avez des questions plus particulières. Je crois que tout le monde serait intéressé de poursuivre cette expérience et surtout ces retours d'expérience. Donc, peut-être que l'année prochaine, on aura de nouveaux retours d'expérience.